Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur Tour d'Horizon. Nous sommes très heureux et très heureuses de vous retrouver pour cette quatrième édition qui est également la première à être présentée par une voix féminine. Tour d'Horizon, c'est une présentation de l'actualité, une actualité plurielle, de la culture à l'économie, de l'écologie au sport, passant par le féminisme. Notre podcast se veut critique. Aujourd'hui, nous aborderons différents thèmes de l'actualité, tels que le New Space, le Super Bowl. Bienvenue sur Tour d'Horizon. Et débutons dès à présent cette émission avec l'édito politique d'Antoine Boré. Madame, monsieur, bonsoir, il est 19h55 et dans moins de 5 minutes, nous allons découvrir ensemble le prochain ou la prochaine présidente de la République qui gouvernera la France jusqu'en 2032. Réponse à suivre sur notre antenne. Si vous considérez que parler des élections présidentielles de 2027 en 2025 est dérisoire, les politiques, eux, s'en donnent à cœur joie depuis maintenant plusieurs mois. Entre stratégie politique fumeuse, ambition précoce et carriérisme avéré, coup de projecteur aujourd'hui sur les élections présidentielles de 2027. Et si les prochaines élections présidentielles de 2027 se jouaient dès aujourd'hui? C'est en tout cas la question que l'on peut se poser au vu des innombrables candidatures déjà annoncées ou supposées, à gauche comme à droite. Et donc Antoine, qu'en est-il tout d'abord des candidatures à droite ? Eh bien, le 12 février dernier, une véritable guerre des chefs a été déclarée par Bruno Retailleau, actuel ministre de l'Intérieur. Celui-ci a en effet annoncé que sa candidature à la présidence du Parti des Républicains, court-circuitant ainsi les ambitions de Laurent Wauquiez. Depuis ces derniers jours, les deux hommes multiplient les déplacements et les prises de parole dans un seul but, montrer qu'ils ont les épaules et la carrure pour incarner la droite, la vraie, car qui dit une victoire à la présidence du parti dit aussi une place assurée pour l'élection présidentielle de 2027. Laurent Wauquiez, qui s'y prépare depuis plusieurs années, n'a pas dû apprécier de voir le très populaire Retailleau bouleverser ses plans. Il faut dire que celui qui occupe la place Beauvau depuis septembre 2024 aime la lumière. Il multiplie les interviews et les citations coup de poing tout en marchant sur les plates-bandes du RN, en faisant de l'immigration et de la sécurité son totem. Mais n'allez pas croire que la liste des potentiels candidats à droite est terminée. L'actuel président des Hauts-de-France, Xavier Bertrand, a d'ores et déjà annoncé qu'il serait candidat en 2027 indépendamment des résultats de la primaire des LR. Celui qui avait échoué à imposer sa vision en 2022 a donc décidé de faire cavalier seul pour 2027. Et puis à noter également que l'ancien Premier ministre d'Emmanuel Macron entre 2017 et 2020, Édouard Philippe, fondateur du Parti Horizon en 2021, a lui aussi annoncé être candidat pour la prochaine élection présidentielle. Comme le dit la formule, les candidats se bousculent au portillon. Enfin, dans le camp d'Emmanuel Macron, des ambitions présidentielles se dessinent du côté de l'actuel ministre de la Justice, Gérald Darmanin, mais aussi, pourquoi pas, de l'ancien Premier ministre Gabriel Attal ou encore de François Bayrou qui s'est vu pousser des ailes depuis sa nomination au poste de Premier ministre. En bref, les supposées candidatures affluent. Reste à savoir si elles se concrétiseront à l'avenir ou bien si elles n'en sont que le fruit de l'imaginaire collectif. Et y a-t-il un peu plus de consensus à gauche, Antoine ? Eh bien, malgré de nombreux appels à une candidature unique à gauche, notamment de la part de Marine Tondelier, des Verts et de Lucie Castet, l'idée ne semble être qu'utopie tant les différentes formations politiques à gauche divergent. Jean-Luc Mélenchon a d'ores et déjà annoncé qu'il y aurait une candidature LFI en 2027. Reste à savoir si le leader insoumis laissera sa place à l'un de ses poulains, tels que Manuel Bompard et Mathilde Panot, ou s'il portera lui-même, pour la 4e fois consécutive, la candidature du parti. Même son de cloche du côté de François Hollande qui a affirmé à Ouest France qu'il y aurait bien 2 candidats à gauche en 2027 avec, je cite, un candidat de la gauche radicale et une candidature de la gauche réformiste. Et pour incarner cette gauche modérée, certains pensent à un retour de François Hollande lui-même, lui qui rêverait selon les dires d'un duel avec Mélenchon. D'autres quant à eux pensent à Bernard Cazeneuve, mais ne faut-il pas se méfier du loup qui dort, car bien que silencieux ces derniers mois, Raphaël Glucksmann se tiendrait prêt à affronter l'extrême droite en 2027 selon son entourage. La stratégie de la gauche se précise donc pas à pas, même si des ondes d'ombre persistent encore.
Mais Antoine, qui dit 2027, dit aussi candidature pour Marine Le Pen. Eh bien, contre toute attente, pas forcément. Du moins, si tel est le cas, la décision n'aura pas été voulue. En effet, en septembre dernier, et ce pendant 2 mois, Marine Le Pen ainsi que 25 cadres du FN ont été jugés pour l'affaire dite des assistants parlementaires, une affaire sur fond supposé d'emploi fictif. Et en novembre, les procureurs ont réclamé à l'encontre de Marine Le Pen une peine de 5 ans d'inéligibilité. Traduction, la candidate du RN pourrait être contrainte de ne pas se présenter aux prochaines élections. Il est alors facile d'imaginer un Jordan Bardella en candidat remplaçant si jamais Marine Le Pen est déchue. Mais pour l'heure, le suspense reste entier. Le jugement sera rendu le 31 mars prochain. Et il y aura-t-il aussi, Antoine, un candidat surprise pour les prochaines présidentielles ? Oui, et quel candidat? Rappelez-vous, lors de mon précédent édito, je vous avais évoqué la possible arrivée de Cyril Hanouna dans le groupe M6. Eh bien, celui-ci, selon plusieurs sources concordantes, envisagerait également de se présenter aux élections présidentielles de 2027. Celui que certains appellent Baba serait donc président de la République. Une chose est certaine, Hanouna positionne déjà ses pions. Il a en effet affirmé dans Touche pas à mon poste avoir déjeuné dans la résidence de Donald Trump en Floride avec Elon Musk le 22 février dernier. Qui sait, peut-être que dans quelques années, Denis Brognard délaissera les plages désertes pour tenter lui aussi l'aventure de la présidentielle. Et en conclusion, Antoine, que penser de ces candidatures précoces ou supposées pour la prochaine élection présidentielle 2 ans avant la date officielle ? Bien que ces annonces soient perçues au premier abord comme insignifiantes, voire même inappropriées, il ne faut pas pour autant négliger ces stratégies politiciennes qui viennent fixer un cadre aux prochaines élections. Ces supposées ou avérées candidatures structurent le futur champ politique et nous apportent ainsi de clés de compréhension sur les enjeux qui se dessineront en 2027. Toutefois, ces annonces de candidatures prématurées peuvent être jugées, et il ne faut pas le négliger, totalement discordantes pour une partie de la société française par rapport aux difficultés rencontrés quotidiennement. L'idée du politique carriériste plutôt que dans l'action peut aisément s'esquisser, et il pourrait être intéressant de mettre cela en relief avec le baromètre publié en 2025 par Destin Commun qui montre que la politique suscite chez 37% de Français de la méfiance, voire même du dégoût pour 26% d'entre eux, et avec plus de 74% de Français qui n'ont pas confiance dans la politique selon le Cevipof. Il serait urgent que les politiques s'emparent du sujet, s'en emparer, mais avant que la crise démocratique ne soit trop profonde pour y remédier durablement. Messieurs et mesdames les politiques, l'appel est lancé. On s'éveille à présent avec Élise Leroy-Bavray qui est aujourd'hui la présentatrice de notre émission. This category was introduced in 1989 and 2 women have won. Lauryn Hill, 3 women have won. Lauryn Hill, Cardi B and Doechii. La catégorie du meilleur album de rap a été créée en 1989 et seulement 3 femmes l'ont gagné depuis. Lauryn Hill, Cardi B et Doechii. Proclame Doechii les larmes aux yeux à la cérémonie des Grammys qui s'est déroulée ce 3 février. Ce discours des plus féministes dénonce la surreprésentation des hommes dans l'industrie du rap et parallèlement la surreprésentation des femmes. Selon le Centre national de musique, en 2019, les femmes ne représentaient que 10% dans l'industrie du rap, 11 seulement dans celle du hip-hop. Plus largement, en 2019, les femmes ne représentaient que 17% des artistes qui se produisent sur scène, derrière 21% de lead mix, donc de duo mixte, et contre 62% des hommes. Pourquoi ai-je décidé de parler de ce discours de Doechii ? Eh bien, parce qu'il met en avant un concept sociologique féministe des plus intéressants, c'est le syndrome de la Schtroumpfette. La Schtroumpfette, tout le monde sait qui elle est, la seule femme au pays des Schtroumpfs, celle qui se balade entre les maisons en champignons avec sa mini-robe, ses cheveux blonds et passe sa journée à renifler des fleurs. Celle-ci a d'ailleurs été créée par Gargamel, le méchant du récit, pour briser l'harmonie qui règne dans le village. Elle est l'objet de tous les désirs et surtout, elle correspond à tous les stéréotypes de la société que la société associe à son genre. Douce, fragile, battant des cils en direction de n'importe lequel de ses compatriotes, elle est la seule au milieu d'un paquet d'hommes qui, eux, ont chacun des caractéristiques distinctes. Il y a le Schtroumpf gentil, le Schtroumpf farceur, le Schtroumpf gourmand, mais il n'y a qu'une seule Schtroumpfette et sa seule compétence, sa seule caractéristique est celle d'être une femme. C'est Kata Polite, féministe, essayiste, poétesse et critique américaine, qui a conceptualisé le syndrome dans un article pour le New York Times paru en 1991. Selon l'autrice, le problème est double.
Elle dénonce d'une part la sous-représentation féminine dans les fictions et les dessins animés, et d'autre part, elle s'attaque aussi à comment sont représentées les femmes. Sans le savoir, nous sommes très souvent confrontés au syndrome de la Schtroumpfette, et ce, dès que nous allumons la télévision. On peut penser à la Veuve Noire dans Avengers, Penny dans The Big Bang Theory, Bianca Castafiore dans Les Aventures de Tintin, ou encore Tess Océan dans Ocean 11. Film par ailleurs qui a tant usé de la surreprésentation masculine qu'on en a fait un remake composé uniquement de femmes. Au cours des années 2000 et 2010, alors que déferlait la troisième vague féministe, l'autrice tend à élargir son concept. Le syndrome de la Schtroumpfette, selon elle, n'est pas uniquement applicable à la fiction, mais aussi décryptable au sein de la réalité. En 2021, les femmes ne représentaient que 30% des chercheurs en France. En 2022, selon BPI France, les chefs d'entreprise de 10 salariés et plus étaient à 12 seulement % des femmes. En 2023, seulement 11,3% des pays du monde ont une femme chef d'État. Quelles sont les conséquences du syndrome de la Schtroumpfette? En quoi la sous-représentation des femmes dans les différents domaines cités et dans les fictions va jusqu'à impacter nos actions, nous, les femmes? Eh bien, la sous-représentation des femmes va avoir tendance à créer un plafond de verre, c'est-à-dire que les fillettes, autant que les jeunes filles ou les femmes d'âge mûr, vont intérioriser la sous-représentation et vont adapter leurs exigences et leurs ambitions. Comment une petite fille, en effet, peut-elle se projeter présidente si elle n'a jamais vu une femme présidente ? Aussi, l'une des graves conséquences, et je trouve que c'est la plus triste, c'est la division que le syndrome de la Schtroumpfette entraîne au sein de la gente féminine. En effet, la sous-représentation des femmes exprime et met l'idée que les places sont chères, du moins pour les femmes. Ce sentiment va créer une compétition au sein de la gente féminine. Par exemple, si nous avons une femme dans une entreprise qui, par miracle, est assez bien placée dans cette entreprise uniquement composée d'hommes, et qu'une stagiaire arrive, qu'elle est douée, qu'elle est compétente, on pourrait penser que la solidarité féminine, la sororité comme on dit, va faire que ces femmes vont s'entraider pour survivre et s'élever dans cette entreprise d'hommes. Le syndrome de la Schtroumpfette, eh bien, il va les empêcher, car comme je l'ai dit, les places sont chères. Autre problème encore, car rappelez-vous, les conséquences du syndrome de la Schtroumpfette sont doubles, sous-représentation et aussi représentation stéréotypée. Jeanne Boisselier, docteure en psychologie sociale, rappelle comment opère notre intégration des stéréotypes de genre et l'importance de la culture dans cette acquisition problématique. Beaucoup d'études montrent que les stéréotypes de genre sont descriptifs, voilà ce qu'est une femme, voilà ce qu'est un homme, mais aussi prescriptifs, voilà comment doit se comporter une femme, comment doit se comporter un homme. On pioche des indices de ces stéréotypes de manière non consciente, automatique, dans la famille, les rôles de nos parents, grands-parents, à l'école et plus tard dans les rôles professionnels. Tout ça vient aussi fortement des représentations culturelles qui sont celles du cinéma, comme on a pu déjà le montrer, des séries mais aussi des dessins animés. Tout ce qui est média vient exprimer et mettre en image ce qui est une femme et ce qu'est un homme selon la société. Les enfants grandissent en voyant ça et cela finit par nous imprégner. Donc effectivement, quand une majorité d'œuvres de fiction montre une majorité d'hommes et que les femmes sont réduites à certains rôles, celle de la mère, de la petite copine, celle de la sœur ou encore de la fille, eh bien à l'image de prototype, non seulement on a moins de modèles, mais nos modèles sont aussi moins variés et plus stéréotypés. Comment échapper au syndrome de la Schtroumpfette? Comment s'en protéger? Mesdames, prenez la sororité, le soutien entre femmes. Messieurs, sachez que vous êtes également touchés par le syndrome de la Schtroumpfette, puisque la masculinité se construit en opposition à la féminité. Pour finir, j'aimerais remercier Eugénie d'être à la rubrique économie, sinon on pourrait bien accuser Tour d'Horizon d'appliquer lui aussi le syndrome de la Schtroumpfette. Maintenant, place aux ondes du climat avec Timéo. Timéo, il y a quelques semaines, le sommet mondial de l'intelligence artificielle se tenait à Paris avec la volonté de vanter les nombreuses opportunités de celle-ci, y compris en termes de climat. Oui, on ne peut pas être mauvaise langue des opportunités pour le climat, il y en a, seulement voilà, elles semblent bien minimisées quand on les compare avec leur lourd, très lourd bilan carbone qui ne cesse d'ailleurs de s'alourdir. Derrière des revendications de remèdes se cache donc un potentiel poison climatique. Pour bien comprendre, il faut commencer par dire que l'intelligence artificielle a déjà fait ses preuves, s'agissant de mieux prédire la météo, notamment les phénomènes extrêmes dont on connaît le devenir. L'IA sera donc bénéfique pour mieux alerter, prévenir les risques à court terme, mais surtout ce qui est particulièrement vanté par les GAFAM comme Microsoft et Google, c'est leur capacité de prédiction sur le long terme quand on les intègre au modèle climatique.
parce que l'intérêt de telles technologies, c'est qu'elles sont une puissance de calcul infiniment plus importante que les ordinateurs conventionnels, et ce n'est plus à prouver puisque dès cet été, la filiale Google Research a publié dans la revue Nature les résultats de son nouveau modèle Neural GCM, avec une vitesse de calcul près de 3500 fois plus rapide que les anciens modèles, en garantissant des résultats tout aussi fiables, voire même un peu plus pour la majorité des paramètres. Au-delà des sciences, les IA pourraient aussi bien servir aux politiques et proposer des solutions de gestion pour effectuer une transition écologique. Un exemple concret, lorsque l'on s'intéresse au réseau électrique et à sa capacité d'optimisation, l'IA permettra alors de cerner les meilleures positions pour implanter les sources d'énergie renouvelables comme les éoliennes en fonction du vent et les panneaux solaires en ce qui concerne leur exposition. Une aubaine quand il s'agit de combler les multiples facteurs qui expliquent le changement climatique et dont les mécanismes sont parfois complexes. Par le biais de son responsable pour le développement durable, Google met aussi en avant les outils qui sont développés par l'entreprise et qui ont déjà permis, selon lui, d'éviter le rejet de plusieurs millions de tonnes de CO2. Adam Hellman, c'est son nom, cite notamment Google Maps, qui propose maintenant des itinéraires qui minimisent l'utilisation de carburant, une mesure qui aurait permis d'éviter 2,9 millions de tonnes de CO2 depuis 2021. Un argument qui ne fait néanmoins pas le poids quand on se plonge nous aussi dans l'univers des chiffres, mais pas n'importe lesquels, ceux qui quantifient les émissions de gaz carbonique générées par les IA. Et que nous disent ces chiffres justement ? Eh bien, comme vous pouvez l'imaginer, le bilan s'éloigne des promesses alléchantes de Google. D'abord parce que ces technologies sont extrêmement gourmandes en électricité. Pour une même recherche, ChatGPT consomme 10 fois plus qu'un moteur de recherche classique selon l'Agence internationale de l'énergie. Ça s'explique par l'importance de la base de données qui est recrutée par l'IA pour répondre et donc les multiples data centers dont elle fait usage. Et ces data centers sont non seulement déjà voraces en énergie, mais ils sont aussi la fâcheuse tendance à surchauffer. Ils nécessitent donc d'être refroidis en permanence et ce sont ces cuves d'eau réfrigérés qui font grimper la consommation, mais aussi le bilan carbone, qui plus est quand la production d'électricité n'est pas décarbonée. Et quand on sait que la plupart de ces serveurs se trouvent aux États-Unis, on cerne assez rapidement l'ampleur des émissions engendrées par les centaines de millions de recherches chaque jour sur les IA génératives. Et puis sachez que pour 25 recherches en moyenne, c'est un demi-litre d'eau douce qui est gaspillé par ce même processus de refroidissement. Le dernier problème avec l'IA côté environnement, c'est la quantité de matériaux bruts que les composants électroniques des serveurs nécessitent, car on l'oublie souvent, mais les processeurs sont composés de ressources fossiles comme du cuivre, de l'argent, de l'aluminium et d'autres matériaux rares. Ces ressources, il faut les extraire, elles génèrent de la pollution et elles sont par définition pas inépuisables. Mieux vaudrait donc peut-être les économiser car elles rentrent aussi dans la composition des panneaux solaires par exemple. Mais alors, qu'est-ce qu'on peut faire pour limiter notre impact ? La sobriété, c'est déjà le premier pas. En préférant le recours à notre bon vieux moteur de recherche pour des recherches classiques, vous participerez déjà à limiter l'empreinte carbone des IA. Évitez aussi la génération d'images encore plus gourmandes en énergie, mais très prisées sur les réseaux sociaux. Et certaines ONG vont même plus loin et proposent d'instaurer un éco-score sur les plateformes des IA, à la manière du Nutri-Score, mais concernant l'impact environnemental cette fois-ci. Ce qui est sûr, c'est que l'ère de l'IA est bien là, et à en croire les investissements, elle est partie pour durer. On ouvre désormais la deuxième partie de cette chronique. Vous le savez, dans Réponse d'avenir, on fait le tour de vos interrogations sur le futur et des solutions d'espoir dans la lutte contre le changement climatique. Et c'est par cet angle que je poursuis dans la thématique des nouvelles technologies. Je vous emmène en Suisse, plus précisément à Plan-les-Ouates, où a été inauguré récemment un tout nouveau data center. Alors évidemment pas n'importe lequel, puisqu'il sert à chauffer près de 6000 logements. Tout ça grâce à la réutilisation de l'eau nécessaire à son refroidissement, on en parlait tout à l'heure, dans les tuyauteries des communes alentours. En hiver, l'eau chaude circule dans les systèmes de chauffage des ménages et en été, la chaleur est stockée en sous-sol grâce à un système de géothermie. L'installation évite ainsi le rejet de 3600 tonnes de CO2 chaque année et elle est économique pour les habitants. Une promesse qu'entend tenir Infomaniac, l'entreprise à l'origine du projet, pendant une durée d'au moins 20 ans. Notez que ce type d'innovation avait déjà été testé à Francfort ou Paris, mais aussi de façon plus locale pour chauffer les lotissements, des maisons et même la piscine olympique de Saint-Denis l'été dernier. Dans une solution miracle pour le climat, ce type de projet permet quand même de limiter les pertes énergétiques habituellement abondantes dans les data centers. Pour toujours rester dans le domaine de la technologie, place au billet éco avec Eugénie qui va nous parler de New Space, potentielle menace pour Airbus. Le New Space désigne l'émergence d'une industrie spatiale privée qui s'oppose au modèle traditionnel des agences étatiques. Popularisé dans les années 2010, il repose sur des innovations comme les fusées réutilisables, la multiplication des satellites avec des entreprises comme SpaceX en tête de file ou encore le tourisme spatial. Airbus, acteur majeur de l'industrie spatiale européenne, traverse des turbulences importantes, c'est le cas de le dire.
Bien que l'entreprise ait annoncé un bénéfice net de 4,2 milliards d'euros en 2024, soit une hausse de 12%, sa position est fragilisée, notamment par la révolution du New Space. Ce mouvement, marqué par des innovations technologiques et des coûts de lancement en chute libre, voit émerger de nouveaux acteurs, principalement américains et chinois, qui viennent perturber le marché traditionnel des satellites, de communication et des lanceurs. Airbus a dû faire face à des pertes importantes dans sa branche spatiale. Cette situation a conduit à un plan de réduction d'effectifs sans précédent, avec la suppression de plus de 2000 postes. Malgré la croissance du marché des satellites, Airbus peine à rester compétitif face à des géants comme SpaceX, qui ont totalement réinventé la chaîne de valeur spatiale, en intégrant la fabrication, le lancement et la vente de services de connectivité, notamment via Starlink. Ce modèle lui permet de dominer le marché. Dans le domaine des lanceurs, la concurrence est également féroce. La fusée Ariane 6, développée par Airbus et Safran, était censée effectuer son premier vol commercial le 26 février 2025. Il a été reporté à une date ultérieure en raison d'opérations supplémentaires nécessaires sur un moyen au sol. Toutefois, elle sera difficilement capable de rivaliser avec les fusées Falcon 9 de SpaceX, qui bénéficient de coûts de lancement bien plus faibles grâce à leur caractère réutilisable. Pour répondre à ce défi, Airbus mise sur Maya Space, un projet de lanceur réutilisable, mais la concurrence reste écrasante. En parallèle, Airbus, Thales, un groupe français, et Leonardo, un groupe italien, discutent d'une possible alliance pour renforcer le secteur spatial européen, notamment dans les satellites, face à la domination des États-Unis et de la Chine. Ces discussions, cependant, sont encore à un stade préliminaire et la répartition des tâches reste floue. L'avenir du secteur spatial européen dépendra de sa capacité à s'adapter aux nouvelles réalités du marché, où les innovations rapides et la compétitivité des coûts sont essentielles. Merci beaucoup Eugénie pour ta chronique. Il est désormais l'heure de faire un point sur l'actualité internationale avec le tour de presse de Théo Lajoie. Et toi, Théo, tu débutes ton tour de presse avec un geste symbolique. Les 3 pays baltes se sont raccordés au réseau électrique européen au détriment de la Russie. Alors, quel enjeu on peut y voir ? Effectivement, Élise, on peut même parler à l'inverse d'une déconnexion du réseau électrique russe, tant la décision est historique. L'Estonie, la Lituanie, la Lettonie, les 3 États baltes membres de l'Union européenne et de l'OTAN se tournent vers le réseau européen, la fin d'un long voyage pour le président lituanien Gitanas Nausėda. C'est l'invasion de l'Ukraine par Moscou qui les a convaincus, selon Pieraski sur France Inter, et l'énergie est aujourd'hui un terrain ô combien politique et géopolitique. France 24 revient sur les incidents, les sabotages en mer Baltique, rappelant que la guerre du Kremlin se joue sur tous les tableaux et que l'Ukraine n'est que le bouc émissaire d'une croisade anti-Occident. Désormais, l'électricité européenne sera stable et sécurisée. De son côté, la Russie s'est montrée très pacifique, mais ce changement de réseau soulève plusieurs enjeux. D'abord, la fin de 6 milliards d'euros de recettes annuelles pour un pays dont le gaz ne séduit plus. Et ensuite, c'est un coup de massue pour l'enclave russe de Kaliningrad qui doit produire sa propre électricité en l'absence d'approvisionnement par les câbles que la Lituanie a coupés. Un virage symbolique et puissant qui montre aussi une fracture contraire aux ambitions de Poutine. D'un côté, une Europe qui se désunit pour se rattacher au passé soviétique. Je parle de la Géorgie, de la Hongrie, de la Biélorussie ou même de la Slovaquie. De l'autre, une Europe qui s'en détache, s'intègre mais en silence. Menaces et chantage contre liberté et souveraineté. Le combat pour l'énergie n'est pas terminé. C'était l'une des dernières lueurs d'espoir pour les femmes afghanes, une radio d'émancipation, un échappatoire virtuel à ces femmes du monde réel qui s'est récemment refermé brutalement, Théo. Elle s'appelait Radio Begum, lancée en 2021 avant le retour des talibans au pouvoir. C'était une tribune ouverte pour les femmes, un soutien scolaire pour les filles privées d'école et plus largement une fenêtre de liberté en Afghanistan. Les talibans ont censuré ce média féministe, arrêté 2 hommes employés chargés de la diffusion. Le régime accuse Radio Begum de complicité, je cite, avec l'étranger, car fournissant ses programmes à une télévision basée à Paris. Les talibans ne cessent de renforcer leur politique répressive envers les femmes. L'ONU condamne fermement cette décision, mais selon France Inter, la communauté internationale reste impuissante, faute de moyens et de possibilités de dialogue. L'Afghanistan confirme sa descente en matière de droits des femmes. Pour certains, on peut parler d'un apartheid de genre, tellement les victimes sont nombreuses. L'idéologie des talibans progresse. Radio Begum l'aura combattu jusqu'au bout.
Et en Syrie, la chute du régime de Bachar el-Assad a bousculé le paysage politique. Le pétrole, carburant convoité de la reconstruction, divise beaucoup. Mais pourquoi ? Alors le testament de Bachar el-Assad ne prévoyait pas un tel héritage à partager. Une nouvelle ère s'ouvre en Syrie avec au programme le redressement de l'économie et par extension une redistribution des ressources pétrolières. Alternative économique nous informe que les sanctions internationales avaient miné financièrement les possibilités d'ouverture commerciale. La Syrie s'était transformée en importatrice, ne trouvant plus de clients pour vendre son pétrole, notamment du côté de l'Iran, chez qui elle a trouvé confiance durant le régime d'Assad. Les nouveaux maîtres de la Syrie, le groupe islamiste HTC, a désormais coupé toutes les liaisons en matière de pétrole avec l'Iran. Les États-Unis ont quant à eux allégé leurs sanctions, reconnaissant un changement politique et idéologique majeur. Mais cela ne suffit pas. À long terme, l'objectif des nouveaux dirigeants est de lever les barrières internationales. Et cela passe aussi par le développement du secteur pétrolier pour redevenir souverain et financer la reconstruction. Une reconstruction contrariée par des arguments divergents, des positions opposées. Le pays est aujourd'hui morcelé entre plusieurs groupes, dont les Kurdes qui occupent les champs gaziers et pétrolifères. Il est certain que le changement climatique et la transition vers des énergies moins polluantes ne sont pas des priorités. L'économie passe avant et ça, ce n'est pas nouveau. Théo, tu as aussi choisi de mettre l'accent sur un conflit qui dure entre l'État et les groupes rebelles soutenus par le Rwanda en République démocratique du Congo. Depuis 2022, les tensions arrivent aujourd'hui à leur paroxysme et l'on parle même de crise internationale. C'est un autre conclave qui se prépare en République démocratique du Congo. Il rassemble autour de la table les États d'Afrique de l'Est et d'Afrique australe pour relancer le dialogue ou du moins le recréer. Parce qu'aujourd'hui, un conflit qualifié par beaucoup de préoccupant témoigne de l'ampleur de l'instabilité en RDC et ressurgit bruyamment. Les acteurs d'abord. Le mouvement rebelle M23, issu d'une coalition militaire séparée politiquement de l'État congolais, mais soutenu par le Rwanda, autre force en présence contre l'armée nationale de RDC. Mais cette dernière est très mal organisée, en sous-équipement et touchée par la corruption. C'est le soutien du Rwanda au mouvement rebelle qui préoccupe davantage, comme l'explique The Guardian. France Inter date même les origines de ce conflit au génocide Tutsi au Rwanda en 1994, puisque les auteurs de ces crimes se seraient réfugiés en RDC lors de la victoire d'un homme fort du Rwanda, Paul Kagame, toujours au pouvoir. Et comme l'économie sert de toile de fond, les minerais sont aussi convoités. Le Congo accuse le Rwanda de s'être accaparé une partie des ressources minières, utilisées notamment par Apple. C'est encore une de ces crises diplomatiques entre un Rwanda tout-puissant ayant autorité sur une France avec laquelle il s'est réconcilié et profitant du désintéressement américain de Trump pour le continent africain. Beaucoup de pays voisins tentent une réconciliation en vain, les rencontres s'annulant en cascade. Les rebelles du M23 se sont emparés au début du mois de la ville de Goma, selon France 24. L'Angola et le Kenya condamnent fermement le conflit. La communauté internationale reste fébrile quant aux accusations contre le Rwanda et tente de canaliser pour éviter l'extension fatale. Un conflit qui s'ajoute à la carte du chaos mondial et qui témoigne que les actes du présent ne sont que des cendres du passé. Pour terminer cette chronique, une bonne nouvelle, la population de tigres en Inde est en forte hausse. C'est le résultat d'une étude du magazine Science. Des chercheurs expliquent ce succès pour le pays et c'est même très bien pour le climat. Oui, 3600 tigres en Inde, c'est un record pour une espèce qui atteignait 1400 individus en 2006 et ce n'était pas gagné. Libération, Le Monde et France Info reprennent les travaux de ces chercheurs qui ont analysé le pourquoi d'une augmentation significative. L'Inde, qui a fait du tigre un emblème national, a ces dernières années multiplié le nombre de sanctuaires protégés et davantage sensibilisé sa population, puisqu'une grande moitié de l'espèce cohabite avec l'homme. Les revenus générés par le tourisme ont permis de financer des infrastructures et la réimplantation a été possible en partie grâce au net recul de la pauvreté et de l'exploitation de la nature, mais aussi avec la baisse des conflits armés et de l'urbanisation. L'objectif de 2010 est donc rempli, l'espèce a un avenir. Cette étude révèle aussi que l'écosystème du tigre lui est favorable. Plus de végétation, donc plus de proies. La végétation captant le CO2, c'est donc bénéfique pour le climat. Un double sauvetage réussi. Le tigre est devenu une arme contre le changement climatique. Merci beaucoup Théo. Maintenant, place à Culture Flash avec Antoine Charrière. Tapis rouge, paillettes et récompenses, que cachent les cérémonies de récompense dans les mondes de l'art? Tout de suite sur Culture Flash. Et oui, en ce mois de février, nombre de cérémonies de remise de récompenses ont lieu. Du cinéma à la littérature en passant par les jeux vidéo et la musique, ces cérémonies sont souvent organisées par des gens connus, qui votent pour des gens connus, qui ont fait des trucs de gens connus. Ensuite, ils se réunissent entre gens connus dans une salle, puis plein de gens connus annoncent le vainqueur par une sélection de gens connus, puis des gens connus montent sur scène et remercient des gens connus devant un public de gens connus.
C'est alors que je me suis demandé pourquoi ces émissions et récompenses existent et surtout pourquoi elles sont visionnées. Et puis je me suis rendu compte que moi-même, j'étais assis sur mon canapé à regarder l'une de ces émissions de gens connus. Alors pourquoi ? Pourquoi l'humanité s'est sentie obligée de juger l'art, d'organiser des concours pour désigner les meilleurs ? L'exhaustivité ne sera pas à l'ordre du jour, j'ai compté pas moins de 150 à 200 cérémonies, voire plus, en vrai c'est impossible de compter, de ce genre de cérémonies rien qu'en France, aussi bien régionales que nationales, etc. L'analyse de leur schéma commun et de ce besoin de concours seront davantage pertinents. Alors Antoine, par quoi va-t-on commencer ? Eh bien, les cérémonies auxquelles on pense en premier, du moins celles auxquelles je pense en premier, les plus médiatisées, concernent le cinéma. En France, on a les classiques César, qui fêtent leurs 50 ans cette année. C'est organisé par l'Académie des arts et techniques du cinéma, composée de 4951 membres votants. L'Académie des Césars est elle-même régie par l'Association pour la promotion du cinéma, créée spécialement dans ce but en 1975 par Georges Craven. Georges Craven, il est journaliste et producteur, et il remarque qu'en France, il y a un vide curieux. Aucun équivalent aux Oscars n'existe. Alors il souhaite créer une cérémonie qui réunit toute l'industrie du cinéma pour passer une soirée de fête et de récompense qui permet de mettre au mieux en avant le cinéma français. Elle reprend les codes des Oscars aux États-Unis mais tente de s'en démarquer, notamment en mettant l'accent sur des productions françaises. Les Oscars, eux, récompensent les productions diffusées aux États-Unis, comprenons donc les films étrangers, et ce depuis bien longtemps. Dans les années 20, les Américains sont les big boss du cinéma avec l'arrivée du parlant. Mais les acteurs et techniciens se révoltent pour demander de meilleures conditions de travail pendant que les studios sont au sommet. Le patron le plus puissant, Louis B. Mayer du studio MGM, avec le lion là qui fait... décide d'écouter les manifestants et d'améliorer leurs conditions de travail, notamment... Pas du tout, il crée en 1927 l'Academy of Motion and Picture Art and Sciences, qui réunit tous les studios pour parler d'une seule voix, établir des règles strictes ensemble et être encore plus fort dans ce genre de crise sociale. Le business n'est jamais loin et l'Académie se donne aussi pour objectif de promouvoir le cinéma, de convaincre le monde qu'il s'agit bien d'un art respectable. Alors, il crée une cérémonie en 1929, les Academy Awards, qui récompensent les différents corps de métier nécessaires à la confection d'un film. Pas de suspense ni de diffusion audiovisuelle, la cérémonie se tient dans un hôtel de manière confidentielle. Elle prend peu à peu de l'ampleur et le grand public s'y intéresse. Dès les années 30, elle est diffusée à la radio. Les Academy Awards deviennent officiellement les Oscars en 1939, un nom rempli de théories mais qui n'a pas vraiment d'origine précise. La cérémonie a lieu tous les ans jusqu'à nos jours. Et dans la musique, il y a aussi pléthore de cérémonies. Et oui, pléthore, notamment avec les Grammy Awards qui visent depuis 1958 à reconnaître et célébrer l'excellence artistique dans la musique à une époque où l'industrie était en pleine expansion et où il y avait un besoin de structure pour récompenser la diversité des genres musicaux. On repère déjà un point commun. Comme les Oscars, cette cérémonie visait à se faire prendre au sérieux et à mettre en avant son art. Cela a inspiré en France les Victoires de la musique, créées en 1985, à l'initiative de Claude Fléouté, Denis Limon, désolé pour la prononciation, et Pascal Tardy, ainsi que Jack Lang, ministre de la Culture et de la Communication. Et là, comme avec les Césars, l'intention évolue. Être pris au sérieux, oui, mais surtout faire la promotion de productions françaises, mettre un coup de projecteur, attirer l'attention. Et ce coup de pouce, les producteurs l'ont bien remarqué et les récompenses deviennent rapidement des gages d'entrée en salle, de vente, d'écoute et donc de profit. Ainsi, aujourd'hui par exemple, les films et personnes qui concourent aux Oscars doivent littéralement mener une campagne pour espérer gagner. Des campagnes pour les Oscars qui nécessitent des dizaines de millions de dollars pour être estimées réussites, pour gagner donc un trophée. Est-ce qu'on ne s'éloignerait pas un petit peu de l'essentiel ? Est-ce qu'au lieu de célébrer l'art, on ne le confondrait pas avec une compétition du plus fort, même plus du meilleur ? Au final, tout le monde connaît Jean Dujardin et son Oscar, mais qui a vraiment regardé The Artist ? Et en même temps, moi-même, j'ai regardé The Artist parce qu'il a reçu cet Oscar. C'est un peu le serpent qui se mord la queue. Mais ces soirées, elles mêlent ego trip d'une industrie et réunion de passionnés, et elles ont toutes dans leurs racines l'intention de promouvoir, de mettre en avant par l'intermédiaire du concours. Et déjà ça questionne, je trouve, la nature humaine, notre besoin de classer, récompenser, désigner des gagnants et faire des perdants pour pouvoir attirer l'attention, faire le spectacle. Cela touche tous les arts et les cérémonies se multiplient et la promotion se cache de moins en moins parfois. Par exemple, les Energy Music Awards, il n'y a qu'à porter attention aux nommés et récompensés pour remarquer que sont récompensés les artistes de leurs sponsors. Même le prix Goncourt, dans le domaine littéraire, créé en 1992 par testament par Edmond de Goncourt, bien que très sérieux et respecté, a aussi été critiqué pour sa proximité avec certaines maisons d'édition. Le plus explicite reste tout de même les Game Awards, qui aux États-Unis récompensent les jeux vidéo depuis seulement 2014, c'est tout jeune. Et bien malgré tout,
plus les années avancent et plus les récompenses sont placées au second plan des publicités et autres trailers diffusés durant la soirée, qui devient alors un simple événement d'exposition. Alors oui, ces cérémonies permettent la mise en avant d'un art, mais par quels moyens et surtout pour quelles dérives? Le concours, l'appât du bénéfice? Il y a des dérives, certes, mais il y a aussi des cérémonies qui ont du bon. C'est vrai, ces cérémonies ont du bon. Cette forte exposition, bien que les audiences soient globalement en baisse, permet de transformer malgré elle des industries ou de faire passer des messages, parfois politiques, des prises de position lors de discours. Par exemple, des critiques adressées dénonçant, tu l'avais dit, le manque de représentativité des minorités ou des femmes, trop peu nommées, ont pu changer les mentalités et permettre l'introspection parfois de vieilles industries qui souvent vivent encore dans un ancien monde en exposant cette invisibilisation. L'affaire MeToo, notamment, avait transformé les cérémonies des Césars et Oscars pour aborder ce sujet des violences dans ce milieu directement durant ces rendez-vous annuels. Alors, qu'est-ce qu'il faut retenir de tout ça? Que ces cérémonies permettent la mise en lumière des œuvres, qu'elles permettent de juger objectivement l'art, de faire le bilan d'une année dans un milieu, d'attirer le grand public en faisant le spectacle, d'utiliser le prétexte du concours pour en faire une promotion, d'à la fois célébrer les passions et faire saliver les producteurs. Le temps d'y réfléchir, j'étais déjà retourné regarder l'une de ces cérémonies de gens connus parce que finalement, moi aussi, ils m'ont eu. Merci beaucoup Antoine pour cette critique et cette touche de féminisme. Maintenant, place à la rubrique Mémoire des siècles pour un véritable voyage dans le temps. Et oui, aujourd'hui dans Mémoire des siècles, nous allons véritablement faire un voyage dans le temps. Entre guerres, guerres civiles, conflits religieux, ingérences étrangères, le Moyen-Orient est probablement l'une des régions du monde les plus instables. Mais comment expliquer cela? Eh bien, la meilleure manière est d'étudier l'histoire. Avant de commencer, je tiens à préciser que le but est de faire un tour d'horizon de plus de 6000 ans d'histoire en seulement quelques minutes. Par conséquent, je serai obligé d'omettre certaines périodes historiques pour aller à l'essentiel. Mon but n'est pas de légitimer une idéologie ou une religion ou de résoudre un conflit international, mais de faire de l'histoire, donc de vous fournir un travail objectif et fidèle à la réalité. Mais avant de nous envoler pour la Mésopotamie, rappelons qu'est-ce que l'on appelle le Moyen-Orient. C'est une région au carrefour entre Europe, Asie et Afrique, qui regroupe la région du Proche-Orient, donc les pays qui bordent la Méditerranée comme l'Égypte, le Liban, la Turquie, et le Moyen-Orient avec l'Iran et la péninsule arabique. Notre histoire commence à l'aube des premiers royaumes au 4e millénaire avant notre ère. Le Moyen-Orient est le berceau des premières civilisations autour des fleuves, du Tigre et de l'Euphrate. C'est la Mésopotamie et ses cités emblématiques comme Uruk, Ur, Babylone et j'en passe. C'est un lieu de grandes inventions comme l'écriture, la roue. C'est aussi la première région où se développe l'agriculture, 8500 ans avant Jésus-Christ. Succède à ces civilisations la mythique Égypte pharaonique dont les pharaons de la 19e dynastie tenteront de contrôler le Levant, Syrie, Liban, Palestine. C'est aussi le lieu d'installation des Phéniciens sur les côtes du Liban, qui fonderont la cité de Carthage, le pire ennemi de la République romaine. Mais au-delà de ces changements territoriaux, le Moyen-Orient est le berceau des grandes religions monothéistes. Le judaïsme naît 3000 ans avant notre ère au sein des peuples sumériens. Aux alentours des ans -1 et 1, c'est la naissance du christianisme avec la vie de Jésus-Christ en Judée, actuel territoire israélo-palestinien. J'en profite pour vous glisser que l'an 0 n'existe pas, c'est une idée reçue. Enfin, l'islam qui naît avec le prophète Mahomet et ses révélations qui est originaire de la Mecque. Cette dernière religion va devenir majoritaire dans la péninsule, puisque dès 632, les successeurs de Mahomet conquièrent un territoire immense depuis la péninsule arabique et prennent possession de l'ensemble du Moyen-Orient, à l'exception de la Turquie, qui reste sous contrôle byzantin. Mais l'Empire byzantin tombera finalement en 1453 dans les mains des Ottomans qui sont musulmans. Mais malgré ce contrôle de l'islam, des minorités chrétiennes subsistent et de leur côté, les Juifs forment des petites communautés en Europe, mais ont cette idée de la terre promise pour le peuple hébreu, qui correspond au territoire de la Palestine. À cette époque, l'enjeu de posséder la région du Moyen-Orient est de contrôler les lieux saints. C'est ce qui va motiver les croisades, par exemple, à aller reprendre la Terre Sainte, donc Jérusalem et ses alentours, des mains des musulmans. Ces derniers qui se sont divisés à la suite des conquêtes de l'islam entre sunnites, qui reconnaissent comme successeurs de Mahomet les 3 premiers califes, et les chiites, qui ne reconnaissent comme légitime que le 4e calife, Ali, le cousin de Mahomet ayant épousé sa fille. Les sunnites sont majoritaires aujourd'hui en Arabie Saoudite, Égypte, Afghanistan, tandis que les chiites sont majoritaires en Iran et en Irak. Mais la situation, qui était déjà complexe, se complexifie encore plus à partir de la Première Guerre mondiale. Le Royaume-Uni attaque l'Empire ottoman depuis l'Égypte, et pour obtenir le soutien de populations locales, promettent des territoires aux uns et aux autres.
On peut citer la déclaration de Balfour où le gouvernement britannique promet, je cite, après la guerre, de créer un foyer national juif en Palestine. C'est la première pierre du futur conflit israélo-palestinien. Mais après la guerre, la région qui était sous contrôle ottoman est divisée entre la France et le Royaume-Uni. La France prend la Syrie et le Liban, tandis que le Royaume-Uni prend possession de la Palestine, la Jordanie et l'Irak. Après la Seconde Guerre mondiale et l'Holocauste, de nombreux Juifs commencent à immigrer vers la Palestine pour s'installer. Dans la seconde moitié du XXe siècle, l'essor des puits de pétrole dans la région fait la fortune des grandes monarchies pétrolières comme le Qatar, l'Arabie Saoudite, et replace la région au centre des convoitises. Les deux géants, soviétiques et américains, vont se disputer l'influence de la région pour obtenir les faveurs des puissances pétrolières. La guerre froide voit le Moyen-Orient bouleversé par le conflit israélo-arabe, qui se mue en conflit israélo-palestinien. Les puissances occidentales jouent leur rôle, notamment lors de la crise de Suez où la France et le Royaume-Uni demandent à Israël d'envahir le Sinaï égyptien. Le conflit israélo-palestinien, quant à lui, qui ne s'est jamais véritablement apaisé, a repris avec les attaques du 7 octobre 2023 par le mouvement terroriste du Hamas. Parallèlement, des mouvements terroristes se sont formés dans les pays les plus instables, souvent victimes de l'ingérence d'autres pays. En Syrie, Vladimir Poutine et Recep Tayyip Erdogan tentent de faire leur loi. En Irak, les États-Unis qui ont envahi le pays 2 fois l'ont laissé en ruine et en guerre civile. Au centre de ces guerres civiles, un acteur central, les mouvements terroristes. Au Liban, le Hezbollah, en Palestine, le Hamas, Daesh en Irak et en Syrie, ces mouvements tentent de prendre le pouvoir pour instaurer des États islamiques. À la tête de ces mouvements, l'Iran, qui depuis la révolution islamique de 1979, finance des mouvements terroristes comme le Hamas ou le Hezbollah en armes et en matériel. S'ajoutent à ça les divisions entre religions sunnites et chiites. Bref, le Moyen-Orient est une mosaïque de mouvements et de religions saupoudrée par l'ingérence étrangère occidentale et russe qui n'est pas prêt de retrouver la paix. En plus du drame humanitaire que doivent subir les populations au quotidien, c'est plus de 6000 ans d'histoire menacée par les destructions liées à la guerre et aux mouvements islamistes les plus radicaux. Merci beaucoup Antoine pour ce moment d'histoire et maintenant place à la rubrique 11 bouge avec Robin pour votre actualité sport. Portés par de grands espoirs de titre au mondiaux de handball, les Bleus ont une nouvelle fois laissé passer leur chance, ne se consolant qu'avec une 3e place acquise de justesse face à de vaillants Portugais 35-34. Invaincus dans la compétition depuis 2017, les Danois n'ont une nouvelle fois pas été inquiétés et remportent logiquement le tournoi pour la 4e fois de suite, un record absolu. Plus en réussite face à leurs rivaux scandinaves, les Français du biathlon continuent d'écraser la Coupe du Monde. Sur le relais mixte, Quentin Fillon-Maillet et Julia Simon ont décroché la médaille d'or, confortant la première place de la France au classement et l'assurant presque de terminer la compétition en tête. En rugby, les Bleus se sont repris après s'être inclinés face aux Anglais sur un petit point d'écart et en toute fin de rencontre. Impérial à Rome, le 15 de France rappelle qu'il vise toujours la victoire finale et a pu démontrer sa puissance offensive en inscrivant un total de 11 essais face aux Italiens pour une victoire 73-24. En tennis de table, c'est le Français Alexis Lebrun qui remporte le top 16 européen, tournoi réunissant les 16 meilleurs pongistes du continent. Le Français s'est tranquillement imposé contre le Slovène Darko Jorić par 3-7-1 en finale. Après avoir brutalement mis fin à l'aventure brestoise en Ligue des Champions, 10-0 sur l'ensemble des 2 matchs, les Parisiens retrouveront les Reds de Liverpool en 8e pour une double confrontation qui sera loin d'être aisée pour le club de la capitale. L'autre club français qualifié pour la suite du tournoi, c'est Lille, qui rencontrera un Dortmund en plein doute, mais qui a tout pour jouer les troubles fêtes. En Ligue Europa, l'Olympique Lyonnais rencontrera le FCSB de Bucarest et compte bien montrer qu'il a des ambitions. Victor Wembanyama, la nouvelle superstar du basket français et mondial, s'est blessé à l'épaule, a déclaré son club des Spurs de San Antonio, ce qui le rend forfait pour la suite de la saison régulière de NBA et met en doute sa participation à la Coupe d'Europe de basket qui se déroulera cet été. Pour rester aux États-Unis, c'est en février que s'est déroulée la finale du Super Bowl qui opposait les Eagles de Philadelphie aux Chiefs de Kansas City. Les Eagles se sont largement imposés face aux tenants du titre, mais comme souvent aux États-Unis, le résultat importe peu tant que le spectacle est au rendez-vous. Cette année, c'est Kendrick Lamar qui a assuré le traditionnel show de mi-temps, ne manquant pas de poursuivre son clash avec le Canadien Drake avec sa chanson Not Like Us. Un clash entre un Américain et un Canadien au cœur du Super Bowl dans le contexte actuel, ce n'est pas anodin, si.
Loin de là, avec les récentes provocations du président états-unien Donald Trump vis-à-vis du Canada, l'antagonisme entre les deux pays n'a cessé de s'affirmer. Et c'est dans un autre sport typiquement américain qu'a eu lieu l'opposition la plus frontale et violente, le hockey sur glace. C'est en effet en février que s'est déroulée la confrontation des 4 nations, un tournoi réunissant les 4 meilleures nations du hockey, à savoir le Canada, la Suède, la Finlande et donc les États-Unis. Organisée par la NHL, la Ligue américaine de hockey, la compétition joue le rôle d'un All-Star Game, concept américain qui consiste à réunir les meilleurs joueurs d'un championnat pour créer une super compétition axée sur le spectacle et les sponsors. Or, cette année, l'heure n'était pas à la détente du côté du Canada au vu de ses récents échanges très tendus avec son voisin américain. Avant le début de la rencontre, l'hymne et les joueurs de la Team USA ont été copieusement hués, puis 3 combats ont éclaté en moins de 10 secondes après l'engagement. Des combats? Ça ne respecte aucune règle, non? Eh bien, figurez-vous que si, la NHL autorise sous certaines conditions le déclenchement de combats entre joueurs directement sur la glace. Cela n'arrive toutefois que très rarement, et la venue de 3 combats en 9 secondes est un fait complètement inédit, qui illustre parfaitement la tension extrême qui entourait ce match. Dans une arène canadienne bouillante, les Américains ont réussi à tirer leur épingle du jeu en s'imposant 3-1, ne permettant pas à la Team Canada de répondre aux provocations trumpiennes. Sur son réseau Truth Social, le président des États-Unis avait en effet apporté son soutien à la Team USA face à un Canada qui, je cite, « deviendra un jour, bientôt peut-être, un État chéri et important des États-Unis ». Il avait également menacé de mettre en place d'importants droits de douane qui pénaliseraient les Canadiens. La suite de la compétition se déroule de telle manière que les deux ennemis se retrouvent à nouveau pour disputer la finale, sur les terres de Trump cette fois-ci. Les Américains se livrent aux mêmes huées et sifflets, ce à quoi les Canadiens répondent avec un changement subtil dans leur hymne, rappelant qu'ils assureront eux seuls leur indépendance. Au terme d'un match spectaculaire et plein de rebondissements, ce sont les Canadiens qui finissent par s'imposer 3-2 et remporter le trophée. Le drapeau canadien est fièrement brandi par les joueurs et supporters, puis hissé en vainqueur, invisibilisant le drapeau états-unien. Le lendemain, le Premier ministre Justin Trudeau y va de son tweet triomphant « Ils ne voleront ni notre pays, ni notre sport ». Et si ce n'était pas cela la fameuse beauté du sport, quand un petit but vaut bien plus qu'une rencontre diplomatique. Cet incident nous rappelle en tout cas que le sport est bien politique, n'en déplaise à ceux qui prétendent le contraire, et qu'il est essentiel en ces temps incertains qu'il le reste. Merci beaucoup Robin pour cette rubrique et merci à vous tous et vous toutes pour nous écouter. Tour d'horizon, c'est votre actualité. Bonne journée et à bientôt pour le prochain numéro.